Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, une dégradation continue à partir de l'automne 2020, des passages aux urgences pour idées suicidaires et gestes suicidaires et aux hospitalisations pour tentatives de suicide, particulièrement chez les jeunes de 10 à 24 ans et de sexe féminin. C'est Santé publique France qui alerte dans un document paru le 3 février. La santé mentale des jeunes est mauvaise, on en parle avec Sébastien Ponou, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est l'Arménie qui vient de rejoindre la CPI, la Cour pénale internationale. À quoi sert cette instance? On va réviser les programmes d'éducation civique. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, c'est aujourd'hui Mardi Gras. Elle vous dira tout ce qu'il faut retenir sur cette fête ancestrale. Il y aura même quelques travaux pratiques. Et puis rendez-vous enfin avec les années collège et Amélie Paris. Elle fête avec 24 heures d'avance la Saint-Valentin. Pour cela, elle a parcouru les rayons de son CDI en quête de romans d'amour que l'on étudie au collège. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. De plus en plus d'enfants vont de plus en plus mal. Fin de citation. Elle est extraite de l'introduction du livre Le silence des symptômes, sous-titre Enquête sur la santé mentale et le soin des enfants. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Champs Social sous la direction de Xavier Briffaut, Frédéric Chavet, Sébastien Ponou. Sébastien Ponou qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et professeur en sciences de l'éducation à Paris 8. Ce livre prolonge, je le précise, un rapport du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, du Haut Conseil de la famille, de l'enfant et de l'âge, rapport paru en 2023. Il fourmille de données statistiques, notamment au début. Alors, on ne va pas se noyer au risque de tout oublier, mais on va essayer de retenir 3 chiffres. Le premier, c'est 20%. 20%, c'est la part de la population qui présentera au cours de sa vie un trouble mental. Et dans la majorité des cas, et c'est pour ça qu'on en parle, les racines de ces troubles remontent à l'enfance ou à l'adolescence. Et c'est pour ça que le sujet est aussi important. Absolument. D'abord, un grand merci pour votre invitation. Oui, les chiffres que vous donnez sont inquiétants. C'est l'introduction de cet ouvrage, finalement, un état des lieux de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Et ce qu'on constate, c'est des taux de prévalence des troubles mentaux qui sont assez élevés, du moins en augmentation. Et on voit aujourd'hui qu'avec les chiffres publiés par Santé publique France, la santé mentale des enfants et des adolescents continue de se dégrader. Et ces maladies mentales, elles ont une particularité dans nos vies, c'est que ce sont les seules qui se déclenchent aussitôt dans la vie. Il y a quelques maladies chroniques, je mets le handicap à côté, je parle des maladies qui s'acquièrent quelque part. Absolument, d'un point de vue épidémiologique, ce sont des troubles, des pathologies qui trouvent leur origine, se déclenchent, ont un lien avec l'enfance. Alors, c'est une particularité qui doit nous alerter et en même temps nous pousser à l'intervention. C'est-à-dire que, de ce fait, on a des leviers pour intervenir au plus tôt auprès des enfants et des adolescents. Et ça, je veux dire, c'est un consensus unanime. Une intervention précoce est toujours favorable auprès des enfants et des adolescents. Alors des leviers parfois insuffisants, mais ça on va en parler tout à l'heure. Deuxième chiffre, donc on a nos 20%. 12,7%, c'est le deuxième chiffre, des enfants souffrent de troubles mentaux. De quels troubles parle-t-on d'ailleurs? Vous les listez en page 19, c'est plein de trucs différents. Oui, absolument. Dans cette catégorie troubles mentaux, on peut... Alors, déjà, trouble mental, c'est une appellation en particulier. Il y a beaucoup d'appellations en fonction des grilles diagnostiques, des manuels diagnostiques. Le fameux DSM américain, voilà, qui a beaucoup servi. Le DSM américain, la CIM10. Si vous employez l'un ou l'autre, les taux de prévalence changent puisque les critères diagnostiques changent. En France, on a aussi des grilles de codage qui sont différentes. Donc ça, ce sont des débats épistémologiques qui sont passionnants. Moi, j'aime bien parler de souffrance psychique, c'est-à-dire que la position du diagnostic, voire du stigmate parfois, n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire pour prendre soin de l'enfant. On prend soin de l'enfant parce qu'il y a une souffrance. Ça ne va pas. Ça va pas, pour une raison ou pour une autre. Et les mieux placés pour le dire, les mieux placés pour le savoir, ce sont les enfants, les adolescents et bien sûr leurs parents, leur entourage, les professeurs, les personnes qui ont le soin d'eux au quotidien. Vous les listez quand même, les troubles. Troubles anxieux, TDAH, on en a beaucoup parlé dans l'émission, troubles oppositionnels avec provocation, troubles liés à l'usage, aux usages de substances, etc., etc. Et ça s'aggrave, disais-je en introduction. Vous avez mesuré, ça se retrouve dans le livre, un effet Covid quand même. Ça a été une sale période, on ne s'est pas trompé quand on a dit ça. Oui, absolument. Indéniablement, il y a un effet Covid. Mais le point sur lequel je souhaite accentuer, c'est qu'en réalité, du point de vue de la santé mentale, des enfants, des adolescents, mais aussi de la population en général, la crise du Covid a été un révélateur a fortiori du malaise dans la pédopsychiatrie, du malaise dans notre système de santé. Mais malaise qui était déjà là avant, c'est ça que vous voulez dire. Structurel, qui date de plusieurs années. Troisième chiffre, et on arrête avec les chiffres, mais il est important aussi, pour soigner, parfois on prescrit, c'est l'augmentation de la prescription d'hypnotiques. En 2021, 224%.
Oui, oui, absolument. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue et je le dis avec d'autant plus de tranquillité que ce sont les chiffres de la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a fait ces enquêtes. Après, nous, on a repris, depuis le rapport HCFEA, on continue les études sur la distribution du médicament chez l'enfant et l'adolescent. Effectivement, il y a une forte augmentation qui est largement documentée dans le livre. Ouais. Sur ce chiffre précisément, il faut faire un peu attention parce qu'en réalité, on a une très forte prévalence, une augmentation de la prévalence, qui concerne des milliers ou des dizaines de milliers d'enfants, mais ce qu'on a observé, c'est que les prescriptions étaient de très courte durée. Là où on a alerté pour, par exemple, le méthylphénidate, la Ritaline, prescrite dans le cas du TDAH, c'est qu'on avait non seulement une très forte augmentation de la prévalence, mais une durée. Et une durée très très importante. Là, on a une prescription unique. 30 jours en moyenne. Et on arrête. Le problème quand même avec la prescription, et on va parler après l'anti-sèche, c'est que tout cela se substitue aux pratiques psychothérapeutiques, éducatives et sociales qui sont essentielles. On se retrouve, Sébastien, si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. L'anti-sèche en ce premier... Non, pas du tout, on n'est pas du tout le 1er février, puisque c'est demain la Saint-Valentin. Mais le 1er février, l'Arménie rejoignait la Cour pénale internationale. On va réviser l'éducation civique avec vous, Cécile. Et cet anti-sèche est donc consacré à l'histoire de la CPI. Oui, alors ainsi, l'Arménie rejoint les 123 États qui ont ratifié le statut de Rome et qui acceptent donc la compétence de la Cour pénale internationale qui juge les personnes accusées de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression et crimes de guerre. Voilà, le statut de Rome, c'est très important. Il l'a créé en 1998. Mais en réalité, cette idée de la Cour pénale internationale, elle a germé bien avant. 50 ans avant, pour tout vous dire. C'était le 9 décembre 1948. Donc l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui est ainsi reconnue crime international. Et là... Suivez-moi, on va faire un petit bond dans le temps, même un grand bond. Même 1993, avec la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, puis celle l'année suivante du tribunal pénal international pour le Rwanda. On se dit alors, ce serait bien d'avoir un tribunal qui ne serait pas cantonné uniquement à une période et une zone géographique. Donc, on va voir plus grand. Et en 1993, donc, la Commission du droit international soumet à l'Assemblée générale, toujours des Nations unies, un projet de statut d'une Cour pénale internationale sur lequel elle avait déjà commencé à plancher en 1948. Donc, c'est un vieux dossier. Et oui, donc c'est 50 ans plus tard, enfin 5 ans après 1993, mais 50 ans après avoir commencé que la CPI voit le jour. Oui, et en fait, nous sommes... Donc, mais ce n'est qu'en 2009 qu'a lieu le tout premier procès. Il s'agit de celui de Thomas Lumanga. Lumanga est alors le président national de l'Union des patriotes congolais et il est reconnu coupable en 2012 de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans parce qu'il avait recruté des enfants soldats lors du conflit en République démocratique du Congo. Il a été libéré le 15 mars 2020. Il fait partie des 5 condamnés jusqu'à présent par la CPI. Oui, en 20 ans d'existence, la CPI a prononcé donc 5 condamnations et 4 acquittements. C'est pas grand-chose comparé à la cinquantaine de mandats d'arrêt et de citations à comparaître lancés depuis 2002. Alors, parmi les personnes recherchées ou convoquées, 42 sont accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Donc peu de condamnations, c'est-à-dire une des critiques qu'on formule de manière récurrente à l'encontre de la CPI. Il y a beaucoup d'autres critiques envers la CPI, puisqu'on soupçonne certaines enquêtes d'avoir été entravées. Par exemple, l'ex-procureur Fatou Bensouda avait par exemple obtenu l'accord des juges en 2020 pour ouvrir une enquête sur les soupçons de torture commises par les États-Unis en Afghanistan, ou celles perpétrées par la CIA en Pologne, en Lituanie ou en Roumanie. Et cette investigation avait conduit Donald Trump à imposer des sanctions à la procureure. Étonnant. Les États-Unis n'ont d'ailleurs jamais réellement adhéré au traité, puisqu'ils l'ont signé, mais ils ne l'ont pas ratifié. Même chose pour la Syrie et le Yémen. Étonnant aussi. Et la CPI est également vue comme un instrument, je cite, de colonialisme. Alors ça, c'est l'autre versant de la critique. Elle est accusée de poursuivre que des dirigeants africains. L'Arménie a néanmoins ratifié ce statut de Rome, oui. Ce qui évidemment n'a pas du tout plu à son allié traditionnel qu'est la Russie. Bah non, pas du tout. Le porte-parole du Kremlin a estimé que c'était une mauvaise décision, je cite, ce à quoi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a répondu que ce n'était pas dirigé contre la Russie, mais que ça concernait surtout l'Azerbaïdjan, avec lequel l'Arménie a mené déjà 2 guerres au sujet de la région contestée du Haut-Karabakh. Mais cette décision creuse encore plus l'écart entre l'Arménie et la Russie. Merci beaucoup Cécile pour ce point sur la CPI, la Cour pénale internationale, que l'on croise dans les programmes d'éducation civique. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Sébastien Ponou, Grand Oral.
Allez, j'arrête avec les chiffres que l'on trouve dans cette enquête sur la santé mentale et le soin des enfants qui vient de sortir aux éditions Champ Social sous le titre Le silence des symptômes, un livre co-dirigé donc par le psychanalyste et professeur en sciences de l'éducation Sébastien Paunoux. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 224% pour dire l'augmentation de la consommation de médicaments. C'est le plus spectaculaire, hein. Les autres augmentent, mais quand même beaucoup moins. Vous avez précisé que ça augmentait sur des durées courtes, mais augmentation ou pas, ce que vous montrez aussi, c'est que la seule prescription d'un médicament, ça ne marche pas. Absolument. Toute la deuxième partie de l'ouvrage, en réalité, est centrée sur les solutions. Et l'idée, c'est de ne pas réduire le soin psychique, le soin psychiatrique à la seule prescription médicamenteuse. C'est le risque qui a été documenté à travers les études épidémiologiques, cette substitution dont vous parlez, des pratiques psychothérapeutiques, éducatives et sociales. On va vous donner une pilule. Et par ça le ira seul mieux. médicament. Ouais. Hein, en rappelant que les recommandations des agences de santé, la HAS, la NSM, c'est d'abord le soin psychique ou l'accompagnement éducatif. HAS, Haute Autorité de Santé, on ne l'a pas encore cité, la NSM, on l'a déjà cité. La solution biologique, écrivez-vous dans le livre, n'est pas la bonne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on oublie tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on dit parfois sur ce plateau, sur la sérotonine, la dopamine Non, ne l'oubliez pas, tenez-en compte et il faut absolument qu'on continue les recherches. Mais un état des lieux documenté, honnête, nous dit que ces recherches, quel que soit leur intérêt, ne sont d'aucun apport pour la pratique, pour la clinique, pour le soin des enfants. On a été un peu fasciné par les neurosciences. Absolument. Non, il y a un côté... Et aujourd'hui, on sait que les neurosciences et la génétique n'apporteront pas de solution, ni en termes de diagnostic, ni en termes de traitement. Et ça, c'est pas seulement le professeur Paunoux qui vous le dit, ce sont les anciens directeurs du Centre américain de recherche sur la santé mentale, Thomas Insel, Stephen Iman, et l'OMS elle-même, qui plaident pour... L'Organisation mondiale de la santé. Oui, pardon, excusez-moi. Non, je fais comme ça, je suis traducteur de sigle. L'Organisation mondiale de la santé qui plaide pour une sortie des approches biomédicales exclusives, pour une approche plus globale, centrée sur la personne, l'enfant, son environnement. Et on va y venir parce que c'est fondamental cette approche globale. Parce que alors, on oublie les médicaments, on prend la psychothérapie. Sans les médicaments et sans le reste, la psychothérapie toute seule, ça marche très très peu en fait. Alors ça c'est un autre débat, c'est-à-dire que ça marche très très peu si vous vous fiez aux essais contrôlés randomisés, vous avez des effets qui sont qui sont satisfaisants, très modestes. Mais je vous ai lu quand même. Qui peuvent sembler modestes. Voilà. Mais alors ça c'est une autre logique. Dans la psychothérapie, on se fie davantage à ce qui se joue dans la clinique, dans l'accompagnement au 1 par 1, au cas par cas. Et là, c'est efficace. C'est ça. C'est-à-dire que... Et là, on ne peut pas faire... Parce que vous avez cité un mot très important qui était études randomisées. C'est vrai que c'est un petit peu la norme aujourd'hui dans la recherche internationale. Il faut avoir un groupe témoin. C'est ce qui fait que l'étude est randomisée. Bon, avoir des groupes témoins sur des approches comme ça, c'est quand même pas évident. Non, et puis tout ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui va se jouer au plus près pour chaque enfant. C'est le savoir-faire du praticien. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour revenir sur le point précédent, mon point de vue, c'est qu'il faut absolument favoriser la pluralité des approches auprès de l'enfant. Que ce soit une approche médicale, éducative, psychothérapeutique. Et l'idée, c'est de créer les conditions d'une conversation où ces différentes approches puissent s'articuler. On va parler de cette articulation-là, mais juste un mot avant, parce que vous l'avez dit et que je l'ai moi-même cité en introduction, de plus en plus d'enfants vont de plus en plus mal, et le problème, c'est que l'offre de soins est en crise. Oui, ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que vous citez des chiffres qui sont très inquiétants, et ce que l'on documente dans l'ouvrage, c'est un effet ciseau, c'est-à-dire une augmentation de la souffrance psychique de l'enfant, de la demande de soins, et des services de pédopsychiatrie, mais alors plus globalement, à l'école, dans les institutions médico-sociales, dans les services de prévention et de travail social, des équipes, des services qui sont à la moins peine, en moins. Qui sont à la peine. Je vous montre dans l'effet ciseau, c'est ça, hein, ça nous fait l'augmentation des cas, et là on est sur la diminution. Donc c'est ça un effet ciseau, et c'est bien ça qui est désagréable. Oui, et c'est l'enfant et la famille qui font les frais de cet effet ciseau. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire 6 mois à 1 an et demi d'attente pour une consultation en centre médico-psychologique, en centre médico-psychopédagogique, et ça c'est intolérable en France. Surtout qu'à ces âges-là, les problèmes, les souffrances psychiques peuvent se cristalliser de manière terrifiante. Absolument, c'est pour ça que en 1 an et demi, on est... Les chiffres que vous donniez des taux de suicide, par exemple par Santé publique France, c'est un effet direct de ce manque de moyens de la pédopsychiatrie et des moyens de prévention dans le champ de l'éducation. C'est-à-dire que quand un enfant attend 6 mois à 1 an et demi pour recevoir du soin, il va moins bien à la fin. Effectivement, les symptômes se chronicisent, se cristallisent, et il va beaucoup moins bien au moment où il il rentre dans le parcours de soins. Et exactement, on est sur une situation
forcément beaucoup plus grave. Et donc c'est cet effet ciseau que l'on dénonce. Et là, il s'agit de plaider pour plus de moyens dans les institutions et à l'école. Allez, on va plaider juste après. Non, allez-y. Non, je voulais citer les chiffres des médecins scolaires, psychologues scolaires, des infirmiers à l'école. Pour une politique de soins, de prévention et d'inclusion ambitieuse, il faut nécessairement abonder. Il faut recruter. Absolument. Et il faut recruter sérieusement, c'est ce qu'on peut lire dans Le silence des symptômes, enquête sur la santé mentale et le soin des enfants qui vient de sortir. C'est aux éditions Champs Social. Sébastien, vous le voulez bien, professeur Ponou. On se retrouve juste après la récré. Cécile, rebonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui Mardi Gras, l'occasion de manger des beignets, des crêpes, de se déguiser. Ouais. Oula! Ah oui, c'est sérieux. Ah, vous l'aviez cachée celle-là. Ouais. D'accord, on se déguise, on mange. J'ai Et en honte de fait, rien. tout ça, c'est grâce au carême. Je vais pas y arriver en fait. Oui, parce que Mardi Gras, je veux pas en fait, est suivi par la période de carême où les chrétiens sont invités à manger maigre, traditionnellement en s'abstenant de viande. Et d'ailleurs, le mot carnaval vient du latin carne, levare, qui signifie enlever, retirer la chair. Vous parlez couramment latin, vous? Couramment, vous l'avez Dingue. remarqué vous aussi. Et donc l'idée, c'était durant toute la période du carême, c'est-à-dire 40 jours avant Pâques, d'enlever la viande et le gras. Et après, on se goinfre un pack de chocolat. C'est ça que j'aime bien. Bon, c'est une fête païenne au départ. Vous restez, vous gardez votre sérieux, c'est bien. Oui, dans la Rome antique, c'était un genre de nouvel an, puisque l'année commençait en mars. Et c'est à cette période que la Terre renaît. On sort de l'hiver. Il personnifiait le printemps avec un bonhomme fait de bois et de paille avec lequel il défilait avant de le faire brûler. Vous avez tout. D'accord, donc ça c'est Rome, l'Antiquité. Aujourd'hui, dans le reste du monde, ça donne quoi? Ah bah, il y a des carnavals un peu partout. Partout, hein. Alors, Ouais. j'ai envie de citer Venise, qui débute le 27 sûr. février prochain, mais celui de Rio, qui se déroule actuellement et qui se termine samedi prochain. Il y a aussi un au Québec, au Canada. Il y a aussi à la Nouvelle-Orléans. Il ne faut pas oublier le carnaval celui de de la Binche. Nouvelle-Orléans, extraordinaire. Aussi. Et ouais. Vous avez voyagé. Il ne faut pas Non, mais oublier j'ai le regardé une carnaval de superbe Binche. série qui s'appelle Treme. Ok. T-R-E-M-E, vous pouvez regarder ça. Ok. Ok. Ouais, ouais. Le carnaval de Binche en Belgique, qui est patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO, qui se termine aujourd'hui. Et évidemment, chez nous. Dunkerque. Bah oui, Dunkerque, qui bat actuellement son plein. Et le fil carnaval avec un K cette fois. Il y a d'autres traditions plus insolites. Vous nous avez dégoté quelque chose en Estonie. Alors oui, on n'en mange pas de beignets, mais plutôt c'est une soupe de pois avec du jambon. Mais en plus, on récupère l'os du jambon, on y fait un trou au milieu et on le lie à une chaîne pour le faire tourner autour de soi et créer un bruit de sifflement. D'accord, Pourquoi, tradition. Angleterre, concours de crêpes, dont un extrêmement insolite à Olney, ville située à l'ouest de Cambridge. Tout à fait, c'est une course de 380 mètres. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui. Waouh. Réservée aux femmes de plus de 16 ans. 380 mètres, c'est pas grand-chose, mais c'est pas facile. Surtout quand vous devez faire sauter une crêpe. Ah bah, vous disparaissez. Non. Allez, faites sauter une crêpe. Vous voulez que je Ouais. fasse faire sauter des crêpes en faisant le tour du truc? Non, il faut s'en faire le tour du truc. Enfin, faites Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sauter? Elle va tomber à côté. Mais elle bouge même pas la crêpe. Bon, ça va pas du tout. Bon, On n'a pas je répété. tiens à dire que si ça échoue, c'est entièrement à cause du matériel. Allez, on y va. Hop. Ah, raté. Tadam, C'est tadam. la Non, mais c'est pire une technique. séquence Moi, je de vous tous les explique. temps. Je vous explique. C'est fléchissement, tension, et puis là, hop. Et c'est encore raté. Bon, bref, Ça s'appelle allez. l'effet. C'est J'ai pas appris grave. la télévision avec Jérôme Bonaldi, il faut le savoir. C'est ça. Les anciens comprendront. En plus, elle ne doit pas être mangeable, cette crêpe, pas très bonne. Sinon, en Slovénie, on a d'autres choses. On a un espèce de monstre, un personnage folklorique qui s'appelle le Korent. C'est un genre de gros bestiole habillé en fourrure avec des cornes Corent, de Corent, bœuf. un K-O-R-E-N-T. Korent. Ouais. Vous parlez slovène. Et puis, sa bouche et ses yeux cerclés de rouge, ses dents apparentes. Il fait peur, il a des clochettes. Et il passe de maison en maison dans un vacarme censé chasser l'hiver et apporter l'abondance printanière. Voilà, pour le printemps, on attend un petit peu. Hein. Le 20 mars, le printemps. Et j'ai hâte. Cécile, merci beaucoup. Vous n'avez pas essayé de faire sauter la crêpe. Non, Je pensais j'ai pas que envie de me c'est vous. ridiculiser. Ah ouais, Ça bon, suffisait, vous savez, le ça. ridicule ne tue pas, je suis parfaitement vivant. Merci beaucoup Cécile. Sébastien Ponou, Grand Oral. Si on a autant de mal à soigner les troubles mentaux chez l'enfant et l'ado, ne vaudrait-il pas mieux prévenir? Évidemment, le livre Le silence des symptômes l'envisage. Déjà, on peut, Sébastien Ponou, identifier les facteurs de risque. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux et de tous ordres. Hein. Je ne peux pas tous les citer. Ça va des abus sexuels au diabète maternel en passant par le surpoids. Mais quand même, il y a des questions de politique de santé publique en général et en direction des parents et des mamans souvent en particulier, mais beaucoup des parents qui pourraient déjà aider. Oui, absolument. Alors, ces facteurs de risque que vous l'avez dit,
dis, sont extrêmement nombreux, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est réjouissant dans la prise en compte de ces facteurs de risque, c'est qu'ils sont sensibles à des politiques publiques et à des politiques éducatives qui sont adaptées. On a là un vrai levier d'intervention auprès de l'enfant et de la famille. Et là, bien avant même qu'il soit né d'ailleurs, donc c'est de la vraie prévention. Absolument, de la prévention en santé, mais aussi de la prévention ou de la lutte contre la pauvreté, pour les facteurs environnementaux, etc. Donc là, on aurait une politique sociale décidée, il est certain qu'on aurait un infléchissement de la prévalence des troubles mentaux chez l'enfant. Ce qui compte encore, ce sont les modalités d'accompagnement, on l'a suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait des adultes bien formés, de formations différentes et en nombre suffisant auprès des enfants. C'est ça qui compte. Manque de pédopsychiatres, manque de pédiatres aussi. Alors c'est le premier filtre quand même. Oui, mais alors c'est là où on voit... Les chiffres sont terribles. Je vous ai promis d'arrêter avec les chiffres. Non, mais c'est il y en avait que 3, mais ils sont terribles. C'est important de le dire parce que c'est là où on voit la catastrophe des politiques publiques menées non pas ces dernières années, mais au moins ces 20 dernières années. Quand vous avez en 2019 597 pédopsychiatres pour l'ensemble du territoire, ça fait à peu près 3 pédopsychiatres par département. La question, c'est comment on prend soin des enfants qui souffrent et qui en ont besoin. Et vous dites 3 par département, en fait, ça veut dire que dans certains départements, c'est 0. Si on va du côté de l'école, parce que l'école, elle pourrait aussi avoir ce rôle de prévention, beaucoup de grands pédagogues étaient médecins. Vous le rappelez, il y a Itard qui découvre un peu la pédagogie en s'occupant de Victor l'enfant sauvage, Maria Montessori, première femme médecin d'ailleurs d'Italie, mais qui était également médecin, et il y en a plein d'autres. C'est pas un hasard en fait. Non, c'est pas du tout un hasard, et là vous avez raison, il y a quelque chose encore d'un levier très puissant, c'est-à-dire que les grandes figures de la pédagogie, ce lieu formidable qu'est l'école, c'est un bon lieu non seulement pour prévenir, mais pour accompagner l'enfant. Et je crois que là, on a dans les pédagogies qu'on appelle les pédagogies nouvelles, les pédagogies alternatives. Qui date d'il y a un siècle et demi, mais c'est pas grave. Mais c'est pas du tout mais le problème. Mais elles seraient nouvelles si on les appliquait de manière un petit peu systématique, en fait. C'est-à-dire que là, on a une occasion en or de les réactiver, de les renouveler, de les repenser de fond en comble à l'appui des enjeux très contemporains sur la santé mentale de l'enfant. Aider les aidants, c'est aussi quelque chose de très important. Vous en parlez dans le livre. Alors, vous, de mémoire, ne les citez pas, mais ça existait. Les enseignants, par exemple, puisqu'on est sur School TV, à une époque, il y avait ce qu'on appelait des groupes Balint pour les enseignants. Ah, oui, il en parlera sur des groupes Balint. C'est formidable. C'était le nom d'un psy, hein, c'est ça, hongrois, Balint. Un psychanalyste anglais. Anglais, pardon. Qui a créé, fondé des groupes d'analyse de la pratique professionnelle. C'est ça. Auprès des enseignants, auprès des médecins, auprès des éducateurs. Et donc le principe est simple, hein, c'est qu'on se réunit entre enseignants ou entre médecins et on parle de ces difficultés, de ce qu'on rencontre. Et ça a un effet performatif. Absolument. On parle de deux choses en général. On parle de sa pratique, des difficultés qu'on rencontre dans sa pratique, et on parle des enfants. Et ça, c'est formidable parce que l'enfant a l'occasion de se produire comme sujet du ou des discours qui sont échangés à son intention. Mais une fois encore, faire des groupes Balint, ça prend du temps. Ça veut dire que les enseignants, ils sont déchargés, que d'autres personnes s'occupent des enfants, donc c'est à côté de leur temps de travail, et qu'ils ont un temps, parce que c'est un temps qui est nécessairement long pour que la parole advienne. Mais c'est ce que vous disiez sur les politiques publiques de prévention avant la naissance. Ça, ce sont des leviers qui réagissent à des politiques publiques. Parce que du temps, ça se finance, mais j'allais dire ça se donne, c'est pas très compliqué. Et des recrutements, certes, c'est un investissement, mais c'est pas... on remue pas des montagnes non plus. Absolument, ça se décide. Et puis j'entends beaucoup parler en ce moment de la crise des vocations dans le métier de l'enseignement, du soin ou du travail social. Évidemment, il y a des considérations statutaires, financières, etc. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est-à-dire que quand vous prenez soin d'un enfant ou quand vous vous engagez à éduquer un enfant, ça implique des moyens, ça implique des conditions. C'est des métiers qui s'exercent pas sans conditions. Et les conditions, c'est d'avoir les moyens pour soigner l'enfant et donc ou pour éduquer l'enfant. Et donc ça veut dire disposer de ce temps qui est si précieux pour le travail, d'éducation, de soins, d'accompagnement et puis de réunion, d'articulation des pratiques. Est-ce que vous pourriez, en moins d'une minute, et ce sera ma dernière question, nous définir la phronésis, qui est une éducation à l'intelligence de soi, des autres et des situations? Oh, c'est très dur. Parce que mais c'est vous qui écrivez à la fin que ça, c'est une super solution. Oui, alors ça... C'est de la philo, quasiment. Ouais, c'est de la philo. Non, c'est le chapitre qui a été écrit par mon collègue Xavier Bricot. Ce que je vous invite à faire, c'est de l'inviter pour une prochaine émission. Allez, on retient en tout cas que la phronésis, c'est ça, c'est une éducation à l'intelligence de soi, des autres et des situations qui ne peut en aucun cas résulter de l'application à l'identique par des managers de l'âme de manuels standardisés. Ah oui, là vous me parlez d'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a ce travail que je décrivais tout à l'heure du cas par cas,
Et puis, il y a le standard. Et bien ça, non. Ça produit les effets qu'on a dénoncés au début de l'entretien. Le silence des symptômes, enquête sur la santé mentale et le soin des enfants. Si vous voulez bien, vous restez avec nous. On va aller dans un collège où il y a parfois des enfants qui vont au CDI, où ils s'en portent d'ailleurs beaucoup mieux. Cécile, merci beaucoup. À tout de suite pour les crêpes. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Amélie, demain c'est la Saint-Valentin, l'occasion de parler d'amour et de littérature. Et oui, et de romans d'amour. Alors il faut savoir qu'au départ, ils étaient destinés aux plus jeunes. Ils étaient là pour les éclairer, pour leur apprendre ce qu'était l'amour. C'était donc des romans d'apprentissage. Et puis dans le roman d'amour, il y a une constante, aimer celle ou celui qu'on ne peut pas. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas, de roman d'amour. Il se passe rien. Et donc les obstacles peuvent être de nature diverse, peut-être la famille, peut-être la société, ça peut être les personnages amoureux eux-mêmes. En tout cas, dans les romans d'amour, il faut des problèmes et il y en a. Et il y en a plein. Et alors, vous avez parcouru les allées de votre CDI, puisque je le rappelle, vous êtes professeur documentaliste en collège, et vous avez décidé de nous faire une petite sélection de romans d'amour en suivant le programme. Et oui. Alors, on commence avec la 6e. La mythologie est au programme. J'ai donc décidé de vous parler d'Amour et Psyché d'Apulée, qui date de l'année 160. C'est le roman originaire de l'amour, selon le très regretté Pierre Lepape, écrivain et critique littéraire, auteur d'une histoire des romans d'amour. Alors, c'est l'amour d'une personne humaine, Psyché, et d'un dieu, Cupidon, qui ne peut pas aimer une Vous savez comment je fais Cupidon? Et oui. Et justement, les flèches, ils veulent pas que je voie là. Et oui, il a été envoyé par Vénus pour punir Psyché, et devant tant de beauté, il est immédiatement tombé amoureux. Et ouais, c'est ça. Alors, parmi les problèmes que posent les romans d'amour, il y a celui de la femme qui est prisonnière de sa beauté. Et oui, c'est un thème qu'on retrouvera jusqu'au 19e siècle. Alors, Psyché, c'est une beauté immense, une beauté qui paralyse, une beauté divine qui n'a pas le droit finalement à l'amour humain. Donc la solution serait d'élever Psyché au rang de déesse pour qu'elle puisse épouser Cupidon. Mais évidemment, les dieux ne sont pas d'accord, on ne rentre pas dans leur royaume aussi facilement. Elle va alors connaître tous les ennuis du monde pour avoir osé être aimée par un dieu. Ok, ça c'était le roman d'amour de la classe de 6e. Nous passons en 5e car nous sommes bons élèves. C'est le Moyen-Âge, un texte d'origine celte où il est question de filtres d'amour et de passion adultère. Et oui, Tristan et si on m'avait raconté les programmes de français comme ça quand j'étais en 5e, je suis sûr que j'aurais eu des notes extraordinaires. Allons-y. Tristan et Isolde, légende fondatrice de l'amour courtois du Moyen-Âge. L'histoire, on la connaît, mais on ne s'en lasse pas. Nous sommes dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, en Cornouailles. Orphelin de naissance, Tristan va se mettre au service de son oncle, le roi Marc. Alors, il va y accomplir des exploits guerriers. Il va partir en Irlande pour lui chercher une fiancée et va revenir avec Isola Blonde, dont il va être lié à jamais par un filtre d'amour servi par une servante ignorante. Et les problèmes commencent. Mais oui. Alors, malgré leur grande fidélité au roi Marc, les deux amants ne peuvent se défaire l'un de l'autre. L'amour est plus fort que tout. Donc, on va les séparer. Ils seront exilés, condamnés. Ils ne se reverront jamais vivants. Et Tristan dit à Isolde, j'ignore si la vie est plus grande que la mort, mais l'amour l'est plus que les deux. Allez, on traverse les siècles, on passe en 4e. Flaubert. Le réalisme. Alors, Emma Bovary, j'imagine. 5 ans pour écrire ce véritable chef-d'œuvre jugé obscène et immoral à sa sortie en 1857. Donc Emma Bovary, c'est cette jeune femme qui recherche la passion et l'ivresse. Elle se sent condamnée à s'éteindre sans avoir pris feu, alors elle se jette dans l'adultère. Ici, l'amour devient une marchandise et Emma Bovary consomme, elle veut toutes les formes d'amour et finalement, elle n'est pas amoureuse, mais elle a de l'amour. Et on passe en 3e. On quitte le réalisme pour l'étrange, l'incroyable, l'invention et le roman le plus poétique de Boris Vian. Celui qu'on est nombreux à avoir adoré à cet âge-là. L'écume des jours. Alors lui, il a été écrit en moins de 2 mois, à l'âge de 27 ans, en 1947. Un sujet qui tient en une seule ligne pour reprendre l'auteur. Un homme aime une femme, elle tombe malade, elle meurt. Donc l'histoire d'amour entre Colin et Chloé, d'abord insouciante, puis fatalement tragique, est un prétexte au déploiement de l'univers poétique de Boris Vian. Ici, l'obstacle à l'amour, l'obstacle intériorisé, c'est le nénuphar. Raymond Queneau dira que c'est le plus poignant des romans d'amour contemporains, qui n'aura pas connu le succès du vivant de l'auteur. Il faudra attendre quelques décennies pour que le public, lui, en tombe amoureux. Et voilà, et essaye de se faire des cocktails avec le piano cocktail de l'écume des jours. On adorerait qu'il existe, je crois que certains ont essayé de le reproduire. On aurait aussi pu parler de l'amour adolescent du Grand Maulne, de l'amour scandaleux, Lolita, ou encore de Belle du Seigneur. Un amour contre l'amour. Un amour contre l'amour, comme vous en parlez bien. On va le refaire, non ?
Allez, de parcourir les... Et oui, en fonction des programmes. Mais ouais, les rayons du CDI, c'est génial. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Peut-être, alors ça, c'est pas forcément pour les élèves, Non, encore mais que, pour moi. et voilà, pour vous et les collègues, le silence des symptômes, enquête sur la santé mentale et le soin des enfants. Sébastien Ponou, Xavier Briffaut, Frédéric Chav ont dirigé cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Champs Social. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission, Sébastien. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Gauvin Bonizek et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAC sur School TV.